Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Santé Mag, une occasion, voire un autre pas pour briser le tabou et parler de ce qu'endurent les femmes atteintes d'endométriose et qui représentent 1/10 des femmes en âge de procréer. Cette pathologie qui reste largement sous-diagnostiquée car ses symptômes, bien que très handicapants, sont souvent perçus comme d'une grande banalité. On cause les idées reçues qui nourrissent la conviction que c'est tout à fait normal d'avoir des douleurs pendant ses menstruations. Cette émission est l'occasion justement de s'attarder sur la souffrance de ces femmes, sur le plan médical, mais aussi psychosocial. Avec mes invités, on verra comment reconnaître une endométriose, quelles sont ses complications et sa prise en charge, mais surtout, comment vivre avec. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, Dr Benaï Bouchfarid. Vous êtes gynécologue, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes également président de l'Association nationale des gynécologues obstétriciens libéraux, l'Angol. J'ai également le grand plaisir de recevoir pour cette émission Madame Baraka Radia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, spécialiste de la douleur au centre Pierre et Marie Curie, donc le CPMC à Alger. J'ai également le grand plaisir de recevoir Madame Essia Belhoussine, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes présidente d'Ondo Algérie. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Nabila Cherif, notre témoin. Vous êtes patiente atteinte d'endométriose. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous quatre de venir témoigner, plutôt sensibiliser autour de cette thématique qui touche beaucoup de monde. On parle à peu près de 2 millions de femmes qui seraient touchées par l'endométriose. Et pourtant, il y a à peine quelques années, nous ne connaissions pas ce que c'est que l'endométriose. C'est dire à quel point 1/10 des femmes en âge de procréer ont été condamnées à souffrir dans l'ombre. Madame Nabila Cherif, ça fait des années, plusieurs années, une vingtaine d'années, peut-être plus, que vous souffrez déjà d'endométriose. Je vais vous demander, peut-être, c'est un peu compliqué d'en parler en quelques minutes, mais à quoi ressemble la vie avec une endométriose? Si je peux résumer en 2 mots, c'est le calvaire. C'est vraiment, c'est très dur, ça rend la vie vraiment très difficile. Donc il y a une baisse de productivité, la réactivité, donc vraiment ça a un impact sur le socio-professionnel, c'est-à-dire que ce soit sur la vie privée ou professionnelle. Donc vraiment, ça a un impact quand même très négatif sur soi-même et sur même notre environnement. Oui, vous me parliez en préparant de cette émission, justement, de douleurs insupportables. C'est le premier symptôme d'ailleurs de cette maladie. À quoi ressemble la vie avec une douleur constante, une douleur chronique? Sincèrement, c'est très... Parfois, on ne trouve même pas en fait les mots pour qualifier ou pour donner un sens à cette douleur. Parce que vraiment, comme je disais, ça rend vraiment la vie très difficile. Parce que vous êtes ou à la maison, ou au travail, ou dans la rue, et vous êtes prise par une douleur insupportable. C'est des coups de poignard. Handicapante, exactement. Donc, vous êtes figé, vous ne pouvez rien faire. Donc, mais souvent, avec le temps, on arrivait à avoir tout le temps sur nous des médicaments pour calmer un peu la douleur. Le temps de rentrer à la maison ou d'aller au bureau ou d'aller parfois même dans un centre de santé pour bénéficier d'une injection pour calmer un peu la douleur. Oui, absolument. Docteur Benaï Bouch, je le disais à l'instant, l'endométriose touche une femme sur 10 en âge de procréer, ce qui est énorme. Des millions de femmes sont concernées par cette maladie et pourtant... il y a une méconnaissance de cette maladie. Beaucoup de femmes vivent dans l'ombre. Elles sont condamnées littéralement à vivre cette souffrance dans l'ombre. Pourquoi, selon vous, pourquoi cette maladie est méconnue? Est-ce que c'est dû au tabou, parce que ces femmes ne consultent pas, ou peut-être par méconnaissance aussi par les professionnels? Non, mais c'est déjà un tabou, effectivement, dans le monde et même encore plus chez nous. Chez nous, c'est encore la fille qui a des règles, elle a honte de le dire à son père et même à sa mère. Donc, c'est mal vécu. Et donc, les enfants, les femmes chez nous vivent un peu en silence, vivent la douleur dans le silence. Et c'est pour ça qu'elles ne s'extériorisent pas. Mais même sur le plan scientifique, même si c'est une maladie qui est connue depuis 1901, je crois, elle a été décrite pour la première fois en 1901. Mais elle n'a pas eu les recherches, elle n'a pas eu l'intérêt qu'il fallait pour les scientifiques. Et ce n'est que dernièrement, c'est depuis les années 80 pratiquement, qu'il y a un regain d'intérêt des scientifiques, des gouvernements,
Justement, elle a parlé de productivité. Vous savez qu'une femme endométriosique perd 11 heures de travail par semaine. Et c'est comme la femme prend de plus en plus de place dans la société. Absolument. Et ça a fait réfléchir les gens. Ils se sont dit, écoutez, il faut absolument améliorer. C'est un coût de santé qui est exorbitant. Le coût dans certains pays, ça se chiffre en 11 milliards d'euros. Et le fait d'en parler, le ça, fait de vous voulez dire, c'est la répercussion de l'absentéisme, c'est ça? Non, il y a en gros les coûts directs et les coûts indirects. Hein. Il y a l'absentéisme, il y a la prise en charge, les chirurgies. Jusque-là, on a été très chirurgien, quoi. Dès que la femme venait pour endométriose, on allait au bloc opératoire, ce qui a heureusement changé et ce qui avait augmenté énormément les coûts de cette maladie. C'est pour ça que quand on essaye de sensibiliser les gens, on veut les sensibiliser, mais on veut faire des économies de santé à notre pays. Hein. C'est le fait d'en parler, on va la diagnostiquer plus tôt, on va la prendre en charge plus tôt, on va éviter des douleurs qui sont handicapantes à l'école, pendant le mariage, dans la vie professionnelle et pendant toute la vie. Et qui pourrissent la vie, littéralement, de ces personnes. Absolument. Alors, le maître symptôme de cette maladie, Madame Kara, justement, c'est la douleur. Nous n'arrêtons pas de le répéter. Et pourtant, c'est une maladie qui reste largement sous-diagnostiquée. Beaucoup de femmes ne consultent pas. Je pense que Madame Belhoussine pourra le confirmer plus tard. Beaucoup de femmes ne consultent pas pendant toute leur vie. Elles peuvent vivre le calvaire, comme disait Madame Chrif, sans consulter. Est-ce qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux la douleur? Est-ce qu'on n'est pas conscient que c'est vraiment un handicap invisible? Malheureusement, surtout quand on parle de douleur chronique. Là, on n'a pas affaire à une douleur aiguë. Ce n'est pas. Et en plus de ça, vous savez que quand on parle de douleur chronique, le problème est dans la chronicité, c'est-à-dire que ça se répète. Et je l'ai dit une fois que si on va prendre le cycle de cette femme-là, sans oublier que quand on parle de douleur chronique, on parle de deux éléments importants. Il y a l'anticipation et la mémorisation. Du coup, la femme, elle se prépare pour son cycle, pour la période des règles. Du coup, elle est au courant, elle a mémorisé déjà cette douleur intense, d'accord? Alors, elle anticipe effectivement la prise en charge de la douleur chez les femmes atteintes d'endométriose. Malheureusement, elle n'est pas prise au sérieux, vu que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors que non. Quand on a mal maintenant et d'une manière chronique, la prise en charge est primordiale et importante et la prendre précocement. C'est-à-dire il ne faut pas attendre que la femme a d'autres composantes ces composantes sont liées à la douleur chronique. Comme composante, on parle de composante émotionnelle, que la composante émotionnelle elle a une place pour effectivement donner des douleurs plus intenses que la douleur d'endométriose. Effectivement, et c'est pour ça qu'il faut prendre en charge cette douleur. Madame Belhoussine, alors le premier peut-être objectif de votre association justement, c'est de libérer la parole, en parler déjà, commencer déjà à parler de sa douleur et de cette maladie. Comment se portent, j'ai envie de dire, d'une manière globale, les femmes atteintes d'endométriose aujourd'hui? Alors on parle d'un triple tabou, puisque quand on parle d'endométriose, on parle de la douleur pendant les règles, on parle de la douleur pendant les rapports intimes et on parle aussi d'infertilité. Est-ce qu'elles sont stigmatisées? Alors pour être franche avec vous, à travers chacun des événements qu'on organise, à la fin on se retrouve un petit peu, je dirais pas ahuri, mais un peu choqué, je dirais, parce que quel que soit le niveau intellectuel de la femme, on a rencontré des cadres, par exemple, dans des entreprises, des professeurs, des étudiants en université, âgés de 30 ans, par exemple, ou de 25 ans, un niveau intellectuel qui, malgré ça, ne permet pas à la femme de parler librement de douleur pendant les menstruations. Encore moins à une femme de parler de ses problèmes de couple, sachant que c'est une maladie qui provoque des douleurs pendant les rapports. Et donc là, oui, c'est un sujet qui reste vraiment encore tabou, malheureusement, mais l'association vraiment œuvre de façon à libérer la parole auprès des femmes, parce que, comme disait Madame Barakat tout à l'heure, libérer la parole, c'est amoindrir un petit peu la douleur psychologique d'abord, parce que quelquefois elle est plus terrible que celle du physique.
D'ailleurs, je pense que votre association aussi permet à ces femmes de parler, hein, et ça c'est essentiel de ne pas se sentir seule. Ouais. Vous êtes d'accord quand on parle justement de stigmatisation, hein, alors il faut dire, hein, vous disiez que cette maladie a été justement diagnostiquée en 1901. Ces femmes ont été très longtemps taxées de femmes hystériques, hein, quand on les voyait se tordre de douleur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore qu'on a cette image de ces femmes, c'est-à-dire qui un peu exagèrent peut-être et qui sont mal comprises finalement? Oui, je pense que c'est oui, parce que parfois on arrive même à vous dire que vous développez une maladie psychosomatique, que c'est dû à votre mental, alors que c'est une douleur. C'est dans la tête, hein, ça c'est un truc qu'on répète souvent. Mais justement, donc, le rôle de l'association, c'est justement de dire, d'en parler, de toucher. Oui. Oui, là où il faut, justement. Exactement, voilà, oui. Oui. Justement, je vais vous inviter à regarder un reportage. Hein. Il s'agit du dernier congrès, hein, de l'Angole qui a été tenu le mois dernier. Je rappelle que l'endométriose était parmi d'autres thématiques abordées. C'est le compte rendu justement de Myriam Damis. Regardez. L'endométriose, cette maladie gynécologique largement méconnue, était au centre d'une rencontre réunissant des experts venus des 4 coins du pays pour échanger et informer sur l'endométriose. Gynécologues, psychologues, sociologues et représentants d'associations ont insisté sur la nécessité d'une meilleure information du public et des professionnels de santé. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose à l'âge de 22 ans. Pour vous dire en quelques mots c'est quoi l'endométriose, c'est des décharges électriques, c'est comme si vous aviez de l'électricité dans l'organe utérus. Après, est-ce qu'il y a un moyen de diagnostiquer cette maladie? Oui. Par quoi? Par l'écoute, en parler, briser le tabou. C'est une maladie gynécologique qui est due, si vous voulez, c'est le sang de règles qui remonte un petit peu dans l'utérus, dans l'abdomen, et ça se développe à l'intérieur. En fait, la femme, à chaque fois qu'elle a des règles, elle a des règles dans son ventre. Et ça constitue des lésions, ça constitue une maladie chronique qui va évoluer tout au fur de la vie génitale de la femme. Alors, il n'y a pas de traitement de la maladie. On ne traite pas la maladie, mais on a des traitements et on a surtout des solutions pour tous les symptômes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître cette maladie qui reste peu connue, malgré qu'elle soit vraiment répandue, et de lever un petit peu le voile, et donc dire aux femmes que ce n'est pas un sujet tabou et qu'elles ont la possibilité d'en parler aujourd'hui avec des spécialistes, avec leur entourage. L'endométriose ne se limite pas à des symptômes physiques, elle affecte aussi profondément la santé mentale et les relations sociales, impactant ainsi la qualité de vie des femmes. Elle a un impact psychologique avec des composantes comme une composante émotionnelle, une composante cognitivo-comportementale et bien sûr sans oublier la répercussion sur sa qualité de vie. Dans la société, les femmes qui sont dans souffrent énormément sur le plan social, qu'elles sont des fois mal vues, que c'est du chichi de femmes, que c'est une maladie de femmes qui ne nécessite pas d'être prise en charge, et même de subir dans son travail quand elle ne peut pas travailler, de subir carrément des inégalités professionnelles. Cet atelier de sensibilisation a permis de souligner la nécessité d'une prise en charge intégrée de l'endométriose, combinant expertise médicale, soutien psychologique et changement des mentalités sociales. Alors on a vu justement ce compte rendu, hein, de cette journée qui a permis à beaucoup de femmes, hein, on a vu que l'audience était quasiment toutes des femmes, hein, n'est-ce pas Madame Belhoussine? Beaucoup de femmes ont pris la parole et je pense que le message phare, hein, de cette journée justement était ce manque d'information et d'orientation. On avait l'impression que ces femmes étaient complètement démunies. Est-ce que vous êtes consciente de la responsabilité que vous avez? Oui, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on existe d'ailleurs. On a un rôle vraiment primordial parce que il s'agit là aujourd'hui d'un souci de santé publique, donc c'est un souci de masse, hein, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui vraiment, si on espère qu'un plan national de lutte contre l'endométriose soit mené et piloté principalement par le ministère de la Santé, c'est pas pour rien, parce que c'est une maladie qui a vraiment un impact social, hormis celui du professionnel, de la vie professionnelle de la femme, de la vie estudiantine, de la vie conjugale, de la relation qu'il y a entre la mère et la fille, etc. Oui, on a un rôle très important à jouer
face à cette maladie, ce qui permettra vraiment... C'est submergé par les messages de ces femmes ou pas? Oui, vous pensez bien, oui. On est vraiment submergé au quotidien. Et ce qu'il y a d'un peu effrayant, c'est qu'on est saisi très souvent par des adolescentes, des filles de 14 ans, 15 ans à peu près, qui sont là et qui paniquent lorsqu'elles voient par exemple une publication à nous sur le Facebook ou sur l'Instagram en disant « mais je souffre de douleur depuis un bon moment ». Et là, on est tout le temps derrière dans le sens où on les incite d'abord à en parler au sein de leur foyer, donc de s'orienter vers la maman qui souvent tient le discours qui est celui de « tout à fait normal, t'inquiète pas, ça va passer » ou bien « ça va aller après le mariage ou après une grossesse, etc. » Donc on est là vraiment pour réorienter les choses, pour réorienter un petit peu le discours et donc la mentalité. Oui. Docteur Villers-Bouche, vous voulez réagir sur ce point justement, celui de l'information et de l'orientation, parce que c'est ça qu'on a touché pendant cette journée. Ces femmes disaient qu'elles avaient du mal à trouver un médecin spécialiste de l'endométriose, par exemple. Oui, absolument. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser la société, parce que vous avez dit avec des femmes, mais malheureusement, il n'y a que des femmes. Mais quand la femme, et c'est ce que j'avais dit, quand la femme est malade, la famille est malade et la société est malade. Absolument. Donc il faut absolument sensibiliser, et les femmes, bien entendu, parce que c'est elles qui sont concernées par l'impact de cette douleur et l'impact de ces symptômes, mais aussi la société. Un homme, c'est un mari, c'est un frère, c'est un ami de ces femmes-là. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les sensibiliser toute la société. Après, maintenant, il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation des médecins, à commencer par nous. Les médecins gynécologues, il y a beaucoup de médecins gynécologues en Algérie, c'est vrai, mais il y en a peut-être pas beaucoup qui sont sensibilisés à cette maladie et qu'il faut absolument faire des updates, parce que vous savez, la médecine, ce que je suis peut-être en train de dire aujourd'hui ne sera pas une vérité demain. Et donc il faut qu'on se mette au diapason de la formation. Et puis nous avons la structure clé qui est le médecin généraliste et la sage-femme en ce qui nous concerne nous, parce que nous avons toujours collaboré avec les sages-femmes. Les sages-femmes et les médecins généralistes peuvent jouer un rôle extrêmement important parce qu'ils sont tout le temps avec elle. Vient pour prendre la pilule, c'est la sage-femme qu'elle trouve, elle vient pour faire un frottis. C'est elles qui sont en première ligne avec ces femmes, justement. Qui sont en première ligne, qu'il faut impliquer dans cette sensibilisation. Oui. Madame Baraka, j'aimerais vous entendre aussi sur le point justement du soutien de l'environnement. Alors on a parlé justement de la société qui a tendance à stigmatiser ces femmes parce qu'elles sont mal vues, parce que parfois on leur dit que ça se passe dans leur tête, mais il y a aussi l'environnement direct, c'est-à-dire leur conjoint, leur mère. C'est quoi l'impact justement de la cellule familiale? Alors, vous savez que quand on parle d'endométriose, tout d'abord avec sa douleur, qui est accompagnée souvent avec la douleur, la place de la famille, c'est une place par rapport à ce qu'elle présente aussi comme composante. Vous savez que quand on parle d'endométriose et la douleur chronique, le premier impact, c'est le changement au niveau du système familial. C'est-à-dire cette femme-là, qui est l'épouse, ou la maman, ou la sœur, ou la fille, elle a un changement dans son comportement. Et elle maintient, vu qu'elle est chronique, elle va maintenir un comportement douloureux. On appelle ça un comportement douloureux. C'est tout passe, c'est-à-dire tout son fonctionnement est lié à la douleur. Ok ? Après, quand on parle de douleur chronique au sein de la famille, vous savez, quand... C'est-à-dire quand vous dites tout son fonctionnement est lié à la douleur, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont irritables, c'est des femmes qui sont tout le temps fatiguées. Bien sûr, il y a tout un changement psychologique en pensant par... elle est atteinte dans toute sa globalité, parce que déjà, moi je veux mettre un point sur le travail global. C'est-à-dire quand on parle de maladie maintenant, il y a ce qu'on appelle le mental. Vous savez qu'on ne peut pas faire la dichotomie entre le corps et l'esprit. Ce n'est plus comme avant, on prend seulement l'organe et on oublie que cette personne-là, elle est dans sa globalité, elle est dans sa souffrance. C'est pour ça que mon appel, c'est que de travailler en équipe avec les spécialistes en psychologie, en psychiatrie, que maintenant sur le terrain, alhamdoulilah, qu'il y a beaucoup de spécialistes dans ce domaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que la souffrance, elle a sa place par rapport à l'expression, et la prise en charge, elle doit être vraiment précocement
surtout pas après un escalade thérapeutique. Parce qu'après un escalade thérapeutique, on peut tomber sur beaucoup de difficultés. Alors que si la prise en charge est précoce, quand je parle de douleurs chroniques et de la prise en charge psychologique, là, on peut avoir des résultats rapides. Oui. Nabila, est-ce que ça vous parle quand on dit que ces femmes sont irritables, c'est des femmes qui sont tout le temps fatiguées, c'est des femmes qui peuvent faire, puisque vous parlez de vulnérabilité, qui peuvent faire des dépressions, j'imagine aussi. Exactement, oui. Je peux dire que j'ai vécu ça à travers toutes ces douleurs. Donc vous devenez irritable, déjà vous avez cette fatigue chronique, vous n'arrivez même pas à exprimer pourquoi vous avez cette fatigue et même cette douleur. Surtout si on est quelqu'un de très actif, qui fait faire beaucoup de choses. Oui, moi je suis hyper active, donc avec ces douleurs, déjà vous vous sentez, c'est une douleur handicapante, invalidante, donc vraiment c'est un frein exactement pour faire d'autres tâches, que ce soit ménagères ou professionnelles. Donc vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Baraka. Oui, alors je rappelle que vous avez 49 ans, vous avez eu votre endométriose depuis que vous étiez adolescente et vous n'avez été diagnostiquée qu'à l'âge de 42 ans. C'est incroyable, une vingtaine d'années pour être diagnostiquée. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? À quel moment vous êtes partie consulter? Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Alors pour l'endométriose, ça a commencé, donc je me suis dit, plus la femme prend de l'âge, plus on a moins de douleurs pendant les règles. Et moi, c'était l'effet contraire. Donc de plus j'avançais dans l'âge, plus j'avais des douleurs. Après, c'était des douleurs qui n'étaient pas liées au cycle. Donc même en dehors des menstruations. Je pouvais avoir des douleurs à n'importe quel moment. Donc c'était là où je partais. Le premier médecin, c'était médecin généraliste. Je partais au centre de soins, que ce soit celui à côté de la maison ou celui à côté du travail. Et c'est là on me disait non, c'est un problème d'estomac, il faut faire un régime. Donc vous voyez, j'ai dû après subir même dans le passé des fibros pour me dire que j'avais un hernie, que j'avais un problème d'estomac, un problème de colopathie. Et c'est là où après... Vous avez traité d'ailleurs pendant longtemps pour des colopathies. Exactement, et je pensais que c'était vraiment une colopathie. Et là, quand j'ai vu que la douleur a doublé, donc c'est là où j'avais pensé à aller voir j'ai été voir mon orthopédiste et c'est lui qui m'a orienté vers la gynéco. J'ai été, donc lors de la première consultation, on retrouve un kyste. Donc déjà, il était entre 2 et 3 cm. Donc elle avait dit que je devais subir juste un traitement. Mais après, le kyste a pris du volume. Après, malgré tout, tout un processus de médicaments, le kyste n'a pas... Vous étiez sous hormonothérapie, c'est ça? Exactement, donc c'était une ménopause artificielle. Et le kyste a doublé de volume, donc il est arrivé jusqu'à presque 12 cm. Il fallait opérer d'urgence parce que je ne pouvais plus. C'était vraiment... je faisais, je ne sais pas si je peux dire, une subtorsion d'ovaire. Donc vraiment, c'était des douleurs... D'ailleurs, après, je suis arrivée à faire des douleurs jusqu'au point où je m'évanouissais. Donc c'était là... Ça, c'est terrible. Oui, exactement. Et il y avait aussi un indicateur, c'était les marqueurs qui étaient... je suis arrivée à 400... ça, c'est dans le diagnostic, c'est ça? Exactement. Donc, mon opération a été décidée une semaine avant. Donc, je m'étais même engagée avec la gynéco d'aller faire mon intervention dans la semaine. Et c'était... donc, j'ai fait mon intervention en 2018. On m'a retiré le kyste. Pour moi, c'était une histoire... C'est à ce moment-là qu'on a su que vous aviez... Non, c'était bon. J'avais fait 2 IRM, j'avais fait des bilans. C'était lors d'un IRM qu'ils ont trouvé que j'avais des kystes endométriosiques au niveau des deux ovaires. C'était là où... Bon. Mais après, c'était quand même... C'était rassurant. C'était un soulagement. C'était pas une maladie imaginaire. Parce qu'à un moment donné, je me dis peut-être que c'est dû à un stress, un surmenage, vu que je travaille, j'habitais loin, donc il y a les enfants, la famille, donc je me disais peut-être que c'est... mais finalement, j'étais contente, mais après, de l'autre côté, c'était quand même une maladie très... À quel moment on s'en doute, on se doute de la douleur? Alors, elle dit qu'elle avait une douleur énorme, elle arrivait jusqu'à l'évanouissement parfois, des étourdissements, des évanouissements. Et on arrive à douter qu'on est réellement malade. Comment on arrivait là? Franchement, c'est une question à laquelle j'aurais vraiment du mal à répondre parce que moi-même, j'ai vécu ça, je l'entendais, c'est comme un duplicata à mon existence. Donc franchement, c'est très compliqué à tracer, à expliquer, à étaler. C'est une douleur qui vous tombe comme ça. C'est le fait que les gens n'arrêtent pas de nous dire qu'on est petite nature peut-être ou qu'on exagère, ou c'est peut-être nous-mêmes à l'intérieur, on se dit c'est pas possible qu'on souffre autant. Vous savez, c'est les deux, parce que quand vous avez un environnement qui ne vous accompagne pas, qui ne vous soulage pas, qui n'est pas dans l'empathie,
ça rajoute. C'est clair que c'est évident, quand on est seul face à la douleur, c'est une triple douleur, c'est même pas une double, peut-être même une quadruple. Donc, franchement, c'est la douleur d'être mal vu, d'être critiqué, d'être sous-estimé aussi. On nous a toujours dit que arrête de faire la chochotte, ou bien c'est pour fuir tes obligations, c'est pour ne pas travailler, c'est pour éviter, c'est pour etc. Donc vivre avec ça et sous ça pendant plus de 20 ans, c'est quand même terrible. Le diagnostic est un soulagement finalement, docteur Benaibouche. Bien entendu, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs quand elles viennent... Non mais beaucoup de temps quand même, hein, 20 ans c'est énorme. Oui, l'âge moyen de diagnostic, même dans le monde, est de 7 ans à peu près. Il y a une moyenne de 7 ans. Et puis, il faut savoir que 40% des femmes ont des symptômes déjà à l'adolescence, à l'âge de 15 ans. Et c'est pour ça que moi, autant le parcours de Madame Nabila et que ce dont parle Madame Baraka, moi, j'espère qu'on ne le vivra plus parce que, franchement, ce qu'il faut éviter maintenant, c'est cette histoire de 7 ans. Il faut absolument raccourcir ces 7 ans. Et je vous assure que l'émission que vous organisez là aujourd'hui peut être le départ d'une sensibilisation, puisque la télévision, quand même, c'est un média lourd qui est bien écouté. Et il faut que les femmes consultent, et il faut que la douleur n'est pas normale. Alors, vous parlez souvent de la douleur pendant les règles, mais toutes les autres douleurs. La femme algérienne, elle vit ces dyspareunies, des douleurs pendant les rapports, elle en parle à personne. Elle n'en parle même pas à son mari. En même temps, elle n'en parle même pas à son mari. Elles font pratiquement, ça devient des viols pratiquement, alors qu'elle ne le dit pas à la pauvre. La femme algérienne est une, franchement, je suis peut-être chauvin, mais franchement, elle est courageuse et elle vit ses douleurs en silence. Et il ne faut plus qu'elle vive ses douleurs en silence. C'est vrai que quand on dit que l'endométriose n'a pas de douleur, elle n'a pas de traitement, mais on a des solutions pour toutes ces douleurs. Il faut éviter la chronicité. Ce qu'elle a dit, madame, tout à l'heure, la mémorisation de la douleur. Il ne faut pas que cette douleur soit, c'est ce qu'on appelle une central sensitization, c'est-à-dire la douleur est dans le cerveau. Et c'est là où vous allez à la morphine, et ça ne marche pas. Même avec ça, ça ne marche pas. Dans les meilleurs centres d'algologie au monde, ça, ils ont des difficultés à traiter ce genre de douleur. C'est pour ça qu'on dit pourquoi on diagnostique tôt. C'est dur d'avoir, moi personnellement, quand on a une fille à 15 ans qui vient, c'est dur de lui dire, mademoiselle, tu as une endométriose. Parce que comment elle va vivre? Parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions non plus. On va pas la faire disparaître, cette endométriose. Et donc, la fille va vivre pendant toute sa vie. J'ai une endométriose, je ne vais pas me marier. Et en plus, chez nous, le mariage, c'est important. C'est quelque chose d'important dans la vie. Donc, si je me marie, je ne vais pas avoir des enfants. Ce qu'il faut... Toute femme qui a une endométriose n'est pas stérile, n'est pas infertile. C'est pas plus compliqué de diagnostiquer une adolescente, c'est pareil, c'est comme une adulte. Non, vous savez, le diagnostic de l'endométriose, c'est pas un diagnostic difficile. D'accord. Il faut écouter les patientes. Il y a un sœur en Angleterre qui dit, écoutez votre patiente, elle vous donnera le diagnostic. Nous n'écoutons pas suffisamment nos patients. On est pris dans des engrenages de consultation, d'intervention qui fait qu'on n'écoute pas. Il faut qu'on les écoute. Une fois qu'on les écoute, il faut qu'on soit sensibilisé à l'endométriose. Moi, toute malade qui vient, est-ce que ce n'est pas une endométriose? L'âge moyen de l'apparition de la maladie, justement? Alors, c'est l'apparition de la maladie, c'est à l'adolescence. D'accord. Il semblerait que la cause principale, c'est une cause génétique. C'est-à-dire, finalement, la femme, quand elle naît avec un gène dans son corps qui fait que cette femme va faire une endométriose. Vous savez qu'il y a même des symptômes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le concept de la vie endométriosique. C'est-à-dire, quand à la naissance, les petits poids de naissance, par exemple, à la naissance, ça peut être une endométriose. Par la suite, les filles, des fillettes, les mamans, elles s'inquiètent, elles viennent nous voir, elle a eu ses règles à 2 ans. D'accord. Finalement, elle n'a pas eu ses règles à 2 ans, on la rassure, mais en fait, celles-là, elles peuvent avoir une endométriose plus tard. Après, à l'adolescence, c'est les douleurs. Après le mariage, c'est les douleurs et les douleurs pendant les rapports, et les douleurs pendant la défécation, les douleurs pendant... Ça, c'est les symptômes. Ça, c'est tous les symptômes après qui se rajoutent. Et la différence entre une douleur endométriosique et une douleur qui n'est pas endométriosique, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la qualité de vie.
une douleur qui n'est pas endométriosique, vous prenez un comprimé de n'importe quoi, d'anti-inflammatoire, d'antalgique, ça cède. Une douleur endométriosique, ça ne cède pas. Il faut des traitements spécifiques. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on reconnaît finalement une endométriose en prenant des antalgiques, c'est ça. Alors, le diagnostic, il doit être précis, docteur Benaïbouche, pour localiser un peu les douleurs, savoir les organes qui sont touchés, c'est ça. Quand on fait un diagnostic, on cherche un peu les dégâts qui sont là. Alors franchement, il y a un moment où ça ne sert à rien de savoir quels sont les dégâts qui sont faits. En fait, du moins, ça ne sert à rien de stresser la patiente pour lui dire voilà tous les dégâts qui ont été faits. Parce que nous, on dit qu'il n'y a pas de parallélisme entre la sévérité des lésions et la symptomatologie. Ça veut dire que Mais il faut rechercher quand même s'il y a des dégâts justement ou des lésions. Nous, on les recherche en tant que médecin. Mais en fait, il y a des femmes qui ont de très grosses endométrioses, qui ne sont pas douloureuses et qui ont des enfants. Et il y a des femmes qui ont une endométriose très superficielle et qui n'arrivent pas à enfanter. Et qu'elle a besoin de soins, elle peut aller jusqu'à la fécondation in vitro, alors que des femmes qui ont une grosse endométriose, elles ont des enfants. Donc, il faut absolument faire une cartographie des lésions pour sa prise en charge ultérieure, c'est-à-dire pour le suivi, parce que quand vous avez une endométriose, vous allez la suivre de 15 ans jusqu'à, comme on dit, de 7 à 77 ans, c'est-à-dire il faut la prendre en charge pendant tout le temps. Donc effectivement, vous devez savoir ce qu'il en est. Mais ne pas stresser la patiente de stade. Parce que souvent la femme, je suis à quel stade? Mais on s'en fout de quel stade vous êtes. L'essentiel, vous avez une endométriose. Dans 60%, vous pouvez faire des enfants. Dans 40%, vous ne pouvez pas faire des enfants. Dans 70%, vous avez des douleurs. Dans 30%, vous n'avez pas de douleurs. Alors, Nabila avait parlé justement d'imagerie, pour revenir un peu sur le diagnostic. C'est clinique ou on a besoin quand même d'imagerie et d'IRM? On a absolument besoin d'imagerie. Alors, il y a plusieurs endométrioses. Il y a l'examen le plus accessible, le moins cher, le plus reproductible et le plus fiable reste l'échographie. Entre de bonnes mains, elle peut suffire pour faire un diagnostic et de faire une cartographie lésionnelle. Alors, pour opérer, il faut peut-être faire une IRM, mais parfois, on peut faire une IRM pour le diagnostic. Il y a certaines endométrioses qu'on appelle, nous, l'endométriose superficielle, qui est aussi douloureuse que l'endométriose profonde. Celle-là, il faudra absolument faire une célioscopie pour le savoir. Mais parfois, nous, on ne fait pas de célioscopie pour le savoir. On fait ce qu'on appelle un test thérapeutique. On donne un traitement. Le fait que ça s'améliore, c'est probablement l'endométriose. Vous voyez, il n'y a pas de prise en charge standardisée. Chaque cas est un cas et il faut s'adapter à la symptomatologie. C'est pour ça que nous, on a des petites frictions avec les radiologues, parce que les radiologues, ce sont des imageurs, ils vous donnent des images. Nous, quand on fait une échographie, c'est une échographie sur un symptôme, sur une femme. On sait qu'elle veut avoir des enfants, elle sait qu'elle saigne, on sait qu'elle a des douleurs. Donc c'est tout ça qu'il faut absolument manager avec la Oui, donc si on doit retenir, c'est quand même que le diagnostic finalement il est simple. Voilà, on peut le faire simplement. Il faut juste y penser. C'est ça, voilà, il faut y penser absolument. Il faut consulter. Avant d'y penser, il faudra consulter justement. Alors pour revenir un peu sur, vous vouliez parler, Madame Balaka? Oui. Rejoindre ce qu'il a dit, docteur Benaïbouche, c'est par rapport tout d'abord à l'écoute empathique. C'est-à-dire que quand il a dit qu'il ne faut pas que stresser la patiente, c'est que on doit passer par ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, informer. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est parmi les techniques et parmi les prises en charge psychologiques. Vous savez que quand on informe et on explique à la patiente ce qui est bien dans la médecine, que ce n'est pas une science exacte. Chaque cas est un cas. Absolument. Ça, c'est un. Ce qui arrive, et malheureusement, ces personnes-là sont connectées. Elles sont connectées sur des réseaux, sur d'autres forums qui parlent d'endométriose et les conséquences de l'endométriose. Et surtout quand on parle de fertilité, que c'est un problème quand même aussi important qui est quand même accompagné par la douleur, c'est qu'il faut savoir que chaque patiente a son propre contexte, c'est-à-dire pas forcément. Ça se peut que cette douleur chronique et organique liée à l'endométriose, elle est accompagnée par d'autres douleurs, comme une douleur liée à une problématique familiale, liée à une problématique cognitivo-comportementale, parce que vous savez comment la représentation de cette douleur, elle a un impact sur le comportement de la personne, et ça peut enchaîner. C'est pour ça que écoutez d'une manière empathique la patiente, écoutez la souffrance, travailler en équipe. Quand je dis en équipe, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que les gynécologues, en
toujours des adresses pour orienter précocement, pas d'une manière tardive, orienter les patientes chez des spécialistes en algologie plutôt, et en plus chez des psychologues, des spécialistes aussi dans le domaine. Question, l'impact justement, vous avez parlé de stress, hein, vous deux, vous avez dit qu'il ne faut pas stresser les patientes. Quel impact justement a le stress et le sommeil, hein, parce que ce sont deux points, je pense, qui sont essentiels dans cette pathologie. Est-ce que le stress a tendance à faire déclarer cette maladie ou plutôt juste à l'aggraver? Alors, bien sûr, c'est aggravé aussi, hein. Attention, hein, c'est-à-dire que quand elle a ce diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de l'annonce, et sans information, malheureusement, on trouve ça souvent, c'est-à-dire sans éduquer la patiente, c'est-à-dire donner une certaine information sur la maladie, sur les conséquences, et de lui expliquer pas forcément si on a une endométriose, on a un problème de fertilité, pas forcément qu'on a une endométriose, on a une douleur importante, intense et chronique dans le temps, c'est que l'impact du stress, il y est en premier plan sur sa qualité de vie, donc sur son quotidien, sur ses relations, d'accord, sur son humeur, sur tout ce qui est composante ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que la personne, elle commence à être quand même, elle diminue de son activité, de ses relations, de ses ressentis. L'isolement. Alors l'isolement, le changement de comportement, l'isolement qui est important, c'est un isolement social, parce que là, elle ne peut pas avoir des relations externes ni relations internes, c'est-à-dire même il y a l'isolement au sein de la famille. Parce que là, la douleur, elle prend une place où la personne, elle ne peut pas avoir des communications. Oui, docteur. Moi, je voulais revenir parce qu'elle a parlé des réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Et là, franchement, il y a quelque chose qui fait, parce que vous parlez d'isolement, il n'y a pas d'isolement maintenant. Hein. Les gens sont sur TikTok, sont sur Facebook. J'avais posé la question justement à Nabila Instagram. sur l'isolement. Et ça c'est dramatique parce que les gens vont chercher l'information là où ils ne la trouvent pas, ou s'ils la trouvent pas, elle n'est pas de bonne qualité. N'allez pas, les gens de TikTok, n'importe qui peut faire un TikTok et dire je suis beau et je suis riche. C'est pas possible d'aller chercher des informations médicales spécialisées d'une maladie aussi complexe que l'endométriose sur TikTok ou sur Instagram. Et qui c'est qui va sur TikTok pour donner le drame de cette maladie? C'est pour ça que c'est une maladie qu'il faut prendre en charge sérieusement et qu'il faut la prendre depuis le début, mais ce n'est pas une maladie grave. Elle ne tue pas. Elle altère la qualité de vie, mais si on la prend en charge depuis le début... C'est une maladie qui ne tue pas. C'est une maladie qui ne tue pas. Oui, absolument. Alors, Nabila, sur une échelle de 1 à 10, si on doit parler ou donner un chiffre sur la douleur de l'endométriose, vous direz combien? Moi, je disais que de 0 à 10, moi je disais 20. Oui, mais bon, c'est ce que j'allais dire justement. Exactement, donc si vous dites 0 à 10, je dirais 10 et plus, parce que vraiment c'était une douleur c'était insupportable. Vous disiez justement, pour schématiser, hein, vous disiez que les douleurs de l'accouchement sont moins graves. Exactement, d'ailleurs c'était mon cas, parce que vraiment les douleurs que j'ai eues pendant mon endométriose, c'était vraiment terrible. Vraiment, je ne peux pas, c'est-à-dire, c'est un cauchemar. Oui. Pour revenir un peu sur l'isolement, hein, parce que c'est une notion qui revient très souvent hein, dans ce type de maladie, est-ce que vous l'avez senti? Je pense que dans votre cas, ce n'était pas vraiment le cas, parce que vous avez été très soutenu par votre famille. Oui, exactement. J'ai pas senti cet isolement. Déjà que je travaillais, je travaille toujours, donc j'avais une famille, j'avais une responsabilité, que ce soit en interne, en externe, et j'ai eu quand même un appui familial. Donc là, ça, c'est très important. Un appui familial, un appui aussi professionnel. C'est-à-dire même les collègues, quand ils ont su que j'avais cette maladie, j'ai eu quand même un appui, un soutien vraiment inestimable c'est-à-dire sur l'après, surtout après mon intervention. Oui. Alors un autre point aussi très important, hein, le retentissement, on en parle depuis tout à l'heure, hein, justement, le retentissement psychosocial. Les femmes en parlent beaucoup aussi hein, dans votre association, dans les groupes de parole par exemple. Oui, on remarque que les femmes osent de plus en plus à en parler. Elles prennent plus de liberté à s'orienter vers nous. Quelques-unes hésitantes préfèrent écrire. D'autres passent la main à sa collègue ou à sa sœur. Donc oui, si je devais établir un état comparatif par rapport à il y a 2 ans, donc au départ quand on avait commencé, aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui s'orientent vers nous pour pouvoir parler de leurs douleurs, de leurs problèmes conjugaux, de leurs problèmes au travail, etc. Donc oui, elles en parlent plus. Alors améliorer le parcours de soins, hein, c'est un des objectifs aussi de votre association. Est-ce que vous faites aujourd'hui des propositions concrètes, hein, par exemple dans le cadre d'un plan d'action, des programmes de sensibilisation au niveau des établissements scolaires par exemple? Est-ce que ça fait
partie de vos projets? Oui, en effet, 2024, on a décliné un plan d'action vraiment destiné aux universités. Beaucoup d'universités, beaucoup de recteurs sont d'accord sur le principe. Et pourquoi? La tranche d'âge est critique. C'est un âge où beaucoup de jeunes femmes sont dans le projet de se marier, par exemple, et vous savez bien que l'endométriose impacte un petit peu la fertilité de la femme. Donc oui, on prévoit d'ailleurs avant la fin de l'année 2 événements auprès de 2 facultés, et éventuellement, l'idéal pour nous aussi, c'est de toucher les lycées, de nous rapprocher un petit peu de ces jeunes filles qui se plaignent de plus en plus de douleurs, pour pouvoir en parler avec elles et donc les sensibiliser. Et pourquoi pas, comme a dit Madame Baraka tout à l'heure, en présence de leurs parents, par exemple. Bon, ça, c'est vraiment l'idéal pour nous. Il faut dire aussi que l'endométriose n'est pas encore reconnue comme maladie chronique, ce qui est un peu pas normal, puisqu'on parle de 2 millions de femmes qui sont touchées par cette maladie, et c'est une maladie chronique et qui altère la qualité de vie. Vous savez, pour pouvoir arriver à ce stade, donc à faire reconnaître la maladie... Ça fait partie de vos missions, en tout cas. Oui, exactement. Il y a un préalable. Et le préalable à faire, c'est effectivement de sensibiliser et d'élaborer, par exemple, des statistiques. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques effectives. Je veux dire, on est dans un chiffre qui est... ce sont des statistiques internationales. On dit que c'est une femme sur 10. Mais en Algérie, on n'a pas exactement D'ailleurs, le Centre de statistique nationale rejoint un petit peu la locomotive d'Endo-Algérie pour pouvoir procéder au lancement de stats nationaux, en effet, dans ce sens. Donc, pour pouvoir arriver à ça, il y a un préalable à faire. Il y a aussi l'aspect sensibilisation du corps des professionnels de la santé. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer pour pouvoir constituer le dossier, pour pouvoir arriver à ça. Alors, Mme Baraka, on a parlé justement de dyspareunie, un des symptômes, cette douleur pendant les rapports intimes. Est-ce qu'on en parle finalement? Est-ce que les femmes en parlent? Ça, c'est très tabou aussi. Tabou parce que c'est classé dans le normal, alors que ce n'est pas normal. Une douleur des règles intense, c'est dans le normal et c'est quelque chose de quotidien, c'est-à-dire que de prendre les choses comme telles, alors que non. Maintenant, la douleur chronique, et je mets le point sur la chronicité, ce n'est plus un symptôme, c'est une maladie. C'est-à-dire plus que l'endométriose, la douleur chronique aussi c'est une maladie. D'accord. Et la prise en charge est spécifique. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas aigu. Tout à l'heure, quand vous avez dit que... Alors, chaque fois, je ramène cet exemple, quand vous dites que c'est une douleur plus intense que l'accouchement, n'oubliez pas aussi que l'accouchement, c'est un événement heureux. C'est pour ça, et en plus de ça, non seulement que c'est un événement heureux, et la douleur est aiguë. C'est-à-dire, psychologiquement, on est préparé à le supporter, à supporter cette douleur. Quelque part. Alors que même ça, maintenant, il y a d'autres méthodes pour ne pas vivre antidouleur, la douleur, antidouleur, pour ne pas vivre, il y a la péridurale, pour ne pas vivre la douleur et apprécier l'accouchement et l'arrivée du bébé. Mais l'endométriose ramène avec elle, souvent, et je reviens et je dis que la médecine, ce n'est pas une science exacte, chaque cas c'est un cas, mais reste qu'elle ramène avec elle, elle est accompagnée par une douleur intense, une douleur qui est tout le temps dans le cycle, et en plus de ça, sans oublier bien sûr la problématique de fertilité. C'est pour ça que quelque part, La question était le retentissement sur le couple, Madame Baraka. Oui, on parlait je voulais parler des douleurs pendant les rapports intimes. Ah oui. Oui. Ah oui. Alors, comme il a dit tout à l'heure, docteur Benaïbouche, pardon, il a dit que c'est quelque chose pendant les rapports, la personne, la femme, elle ne parle pas de cette douleur et que c'est quelque chose de tout à fait normal, alors que non. C'est à partir de cela qu'on aimerait bien avoir, par exemple, des consultations de couple et expliquer la difficulté de la femme. Elle peut parler de sa souffrance dans un système thérapeutique, d'accord? Pourquoi pas travailler? C'est pour ça que maintenant, sur les terrains, il y a des spécialistes, des thérapeutes de famille, thérapeutes de couple. Le travail conjugal a sa place dans ce genre de trucs. C'est pour ça que là, l'important, c'est informer et l'implication. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une problématique de la personne qui porte ce symptôme ou qui porte ce problème, mais c'est tout le système qui est autour. Absolument. Pour améliorer cette qualité de vie, c'est vrai, c'est elle qui est le chef d'orchestre, mais le reste quand même est impliqué pour... Oui, docteur Benaïbouche. Vous savez, la dyspareunie, les douleurs pendant les rapports sont vécues souvent comme une fatalité, d'abord par la femme, parce que qui n'a pas eu d'éducation sexuelle auparavant. Pour elle, elle est comme ça, elle a mal,
et elle essaye de continuer à avoir un mal. L'essentiel, c'est de rester encore mariée et de satisfaire son mari. Et ce n'est qu'après plusieurs années parfois, nous, on a des femmes qui restent encore vierges, qui ne consentent pas le mariage pendant des années. Et les femmes ne viennent pas, elles ne consultent pas. Elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas. Et ça crée des conflits conjugaux. C'est lorsque le conflit éclate et qu'ils sont au bord de divorce, où certaines, justement, préfèrent divorcer plutôt que reconnaître qu'elle a mal pendant les rapports. C'est-à-dire, elle n'est pas capable d'exercer sa féminité et d'avoir un rapport de satisfaire son mari. Parce que très souvent, les femmes, ils disent « Ah, mais franchement, le rapport, c'est un haq tout le monde. Il faut le savoir. Et puis, ce n'est pas une fatalité. Il y a des traitements pour la douleur pour la douleur. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a des solutions. Absolument. Oui. Il y a des douleurs. Il ne faut pas la vivre comme en fatalité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Non. Il faut d'abord... On a parlé, moi je ne suis pas très pour la chirurgie en cas d'endométriose, mais pour les dyspareunies rebelles aux autres thérapeutiques, on peut être amené à traiter parce que l'endométriose, elle est localisée au niveau du cul-de-sac, qui fait que ça donne des douleurs, préférentiellement des douleurs pendant les rapports. Vous voyez, et c'est le drame chez nous, c'est que la femme, elle le vit comme étant une fatalité. La femme subit, en fait, c'est ça qui est un peu dramatique. C'est toujours la faute à la femme. Que ce soit dans la maladie ou autre, la femme algérienne, généralement, elle subit. Et c'est ça, peut-être, on est là un peu pour secouer un peu les consciences collectives et dire qu'il faut qu'aujourd'hui que ça change. Les associations ou encore les psychologues, je pense qu'ils sont là justement pour que les gens puissent en parler et ouvertement. Alors, pour vous, la répercussion sur le couple, le problème s'est posé ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Non. Parce que sincèrement, j'ai eu quand même un grand appui de la part de mon mari et ma famille, donc j'ai pas eu... Vous êtes une personne très ouverte aussi, donc vous en parlez ouvertement. Mon mari m'a accompagnée durant tout le parcours, même durant le diagnostic, même après, donc j'ai pas eu j'ai pas senti cet retentissement sur ma vie de couple. D'accord. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On termine sur les traitements. Hein. On disait au tout début de cette émission, malheureusement, que la médecine est un peu en échec devant l'endométriose. Néanmoins, il y a des solutions quand même thérapeutiques pour accompagner ces femmes. Enfin, elle n'est pas aussi en échec que ça. Hein. On a franchement, la médecine offre une panoplie de solutions thérapeutiques. Beaucoup de femmes quand même qui disent, docteur Benabouche, si vous permettez, qui me disent que moi, même si j'ai été diagnostiquée, j'ai toujours des douleurs. C'est pour ça que je dis que on est un peu en échec. Oui, mais en principe, il n'y a pas de raison. La douleur, on peut la traiter, quel que soit le niveau de la douleur. Hein. On peut arriver jusqu'à l'adresser dans un centre spécialisé d'alcoolologie, mais on peut y aller. Mais il ne faut pas... La prise en charge d'une endométriose est une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire elle inclut le gynécologue, c'est lui le chef d'orchestre effectivement de cette prise en charge, mais parfois l'urologue, le gastrologue, le chirurgien, le psychologue. Alors on n'en parle pas beaucoup des nutritionnistes. Les nutritionnistes, c'est un élément extrêmement important. Il y a maintenant, parce que c'est une maladie inflammatoire, il faut le rappeler. C'est scientifique. Parce que les gens, en général, c'est pour maigrir qu'ils vont voir le nutritionniste. Le nutritionniste, on ne le voit pas que pour maigrir. Il y a des régimes qui sont reconnus scientifiquement comme des régimes traitant l'endométriose et qui sont anti-inflammatoires. Je ne les connais pas, mais il faut aller voir quelqu'un de spécialiste. Toutes les médecines, entre guillemets, parallèles, le yoga, l'acupuncture, la kinésithérapie aussi aujourd'hui. L'ostéopathie, la kinésithérapie, il y a plein de solutions. Vous voyez, donc quand vous me dites en échec, on se retrouve en échec. Et puis, s'il y a échec de toutes ces méthodes, on va à la chirurgie, parce que la chirurgie reste... Je parlais plus de traitement pharmacologique, docteur Benabouche. Oui. Franchement. Est-ce qu'on peut rappeler justement qu'est-ce qu'on propose comme traitement aujourd'hui pour les femmes qui ont de l'endométriose? Alors, d'abord, il y a tout ce qui est antalgique, anti-inflammatoire. Après, le traitement de base, c'est le moins cher et le plus efficace, c'est la pilule. La pilule qu'on prend pour ne pas avoir des enfants. Mais par contre, il ne faut pas la prendre de la même façon que pour ne pas avoir des enfants. Et ça aussi, c'est un autre tabou, parce que des fois, nous, quand on donne la pilule à une fille de 15 ans, la maman vient après, c'est quoi? Le père, en général, qui vient, c'est quoi? Pourquoi elle n'est pas vierge? Pourquoi vous lui avez donné la pilule? C'est comme si on donnait la pilule qu'aux femmes qui n'étaient pas vierges. Mais c'est totalement faux, mais c'est vraiment, il y a une méconnaissance totale. Une fille de 15 ans, elle est jeune fille, elle est vierge, et on lui donne la pilule
pour traiter... Pour arrêter ces règles, justement, pour aller moins mal. Pour traiter cette douleur-là. Il y a plusieurs mécanismes de traitement de cette douleur, notamment arrêter les règles. Mais il y a d'autres médicaments de deuxième génération, que ce soit des injections ou ce soit d'autres comprimés. Ce sont des traitements de deuxième intention. C'est des traitements hormonaux. Ça, je parle essentiellement des traitements hormonaux. Oui. Et puis, tout autour, dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est les traitements que j'appelle complémentaires, qui réduisent, c'est vrai que la pilule réduit à 80% la douleur, et le reste va faire le reste pour soulager. En tout cas, le but, parce que les buts du traitement, l'objectif du traitement, c'est l'un des choses qu'on doit savoir, que le malade doit savoir. On doit lui dire, notre objectif du traitement, c'est de réduire de 80% la douleur. Améliorer la qualité de vie de la personne, justement. Absolument, améliorer la qualité de vie, permettre au fait que la bonne femme puisse travailler. Vous avez posé la question de l'échelle visuelle. Il faut que ce soit 7 sur 10. Par exemple, la douleur de l'endométriose, nous, on considère qu'elle est endométriosique à partir de 7 sur 10. Si on la diminue à 2, 3, c'est qu'on a déjà apporté. Et après, on continue. Et la chirurgie, à quel moment? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, docteur Benay. La chirurgie, c'est en cas d'échec aux autres thérapeutiques. Lorsqu'on n'a pas les solutions, ou bien elle a parlé d'une situation quoique exceptionnelle en cas d'endométriose, de subtorsion. Non, de subtorsion. D'accord. Quand il y a une subtorsion ou une torsion de l'ovaire, effectivement, c'est une indication à la chirurgie. En fait, les indications à la chirurgie, ça peut être une infertilité. L'infertilité, l'une des traitements, ça peut être la chirurgie. Des fois, on a de l'eau au niveau des trompes, donc on doit absolument opérer ces femmes pour enlever les trompes ou bien traiter ces endométrioses-là. Oui. Alors, Madame Nabila, pour vous, quels sont les traitements qui ont marché? C'était la chirurgie. D'accord. C'était la chirurgie, parce que c'est vrai qu'après la chirurgie, j'avais senti que ma vie avait changé. D'ailleurs, il y avait même une expression que ma directrice m'avait dit. Elle m'avait dit, la couleur de votre peau a changé. Vous voyez que vous étiez en souffrance. Hein? Exactement, oui. Donc ça a vraiment changé. Bon, même s'il y a une récidive par la suite, mais quand même la chirurgie a quand même amélioré la qualité de vie. Oui, pour votre hygiène de vie, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'alimentation. Est-ce que vous faites attention justement? J'ai été chez une nutritionniste. Qu'est-ce qui soulage finalement pour les gens qui nous regardent? J'ai fait de la mésothérapie, j'ai été chez une nutritionniste. D'ailleurs, quand j'ai été, j'ai dit voilà, je viens pour une endométriose, c'est pas pour une perte de poids. Et c'est vrai qu'elle m'avait donné un régime anti-amylophénol qui a vraiment donné. Et j'ai senti quand même ce changement. Oui. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. On parle beaucoup justement de l'impact aussi sur la fertilité. Hein. Docteur Benay Bouche, de cette maladie, vous parliez tout à l'heure justement de 40% à peu près des femmes endométriosiques qui seraient touchées par ce problème. Est-ce que les FIV et les PMA, par exemple, sont envisageables dans le cas de l'endométriose? Déjà, avant d'arriver à la PMA, il y a d'autres solutions qu'on peut offrir aux femmes qui sont infertiles. D'abord, il faut une exploration soigneuse. Il faut que le mari, parce que ça c'est un problème aussi, parce que l'infertilité est un problème de couple. Même quand on a trouvé une endométriose, il faut explorer le mari et il faut explorer le couple. Et puis les solutions peuvent aller d'un traitement médical, d'inducteur de l'ovulation. Parfois, c'est juste cette histoire de douleur pendant les rapports qui fait que ça ne marche pas. Donc quand on traite la dyspareunie, par la suite, les rapports se font normalement et la bonne femme peut faire des enfants sous la couette normalement, alors que parfois, on peut aller à l'insémination artificielle, on peut aller à la fécondation in vitro. Et il faut rappeler que ces techniques d'assistance médicale à la procréation ne sont pas diminuées par l'endométriose. Par contre, il y a une entité de l'endométriose qu'il faut connaître, qui est l'adénomiose. L'adénomiose, c'est de l'endométriose de l'utérus. Par contre, quand on a une adénomiose, c'est beaucoup plus compliqué, que même pour la fécondation in vitro, il y a une réduction des nombres de réussites des fécondations in vitro. On est à la fin de cette émission, mais peut-être un dernier mot avec vous, Madame Belhoussine, rappeler aux femmes qui souffrent silencieusement de consulter, hein, parce que ça c'est très important, c'est un des messages phares. Hein.
ce soir. Oui, c'est le message qu'on transmet à chaque fois qu'on organise un événement, à chaque fois qu'on fait des publications sur nos réseaux sociaux, etc. Il faut consulter, il faut oser en parler, à commencer par à l'intérieur du noyau familial, hein, et puis ne pas hésiter à s'orienter vers un gynécologue ou un généraliste. Libérer la parole, on va terminer sur ça. Merci, hein, monsieur et mesdames, hein, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez sur ce sujet. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.